j'aime de plus en plus ce générique. Bonjour madame, mademoiselle, et puis monsieur, parce que je pense que tout le monde nous regarde et que l'émission satisfait un peu notre population martiniquaise. Bonjour Daniel. Bonjour, bonjour à tous. Seconde émission à contretemps, ça se passe bien? Oui, ça me plaît bien. Bonne vitesse de croisière, ça y est? Ça va. C'est extraordinaire, les avocats, déjà Capacité d'adaptation. À toutes les situations. Christian. Bonjour Gérard. Ça vous fait? Bonjour Daniel. Toujours bien, ça va. Toujours très heureux de vous retrouver. La circulation est bonne. Et fluide, comme on dit. Très bien. Disons même pas quelle journée, les gens vont deviner. Qu'est-ce que je voulais dire? On va commencer par l'actualité, si vous voulez bien. Alors, le titre du sujet, Cuba est secoué par des manifestations inédites contre le gouvernement. Cuba n'est pas à vous, nous avons faim, liberté, ça vocifère, ça crie, des bagarres, des échauffourées, des manifestations dénombrées dans 40 villes de Cuba, une intensité, une activité de contestation énorme sur les réseaux sociaux, puisque l'Internet mobile existe depuis 2018, Cuba change, dans un pays qui est gouverné par un parti unique, par le Parti communiste, qui était le seul dépositaire, détenteur du droit de manifester publiquement sur la voie publique. La police, les cartes de police ont été renversées. Vous voyez la photo actuelle qui passe avec vraiment des manifestants physiquement tenus. Des détentions ont eu lieu. Le président, alors je vous rappelle le nom du président, Miguel Díaz-Canel, il a demandé à ses partisans de répliquer dans la rue, c'est-à-dire qu'il a quasiment incité à la guerre civile. C'est étrange comme comportement. Washington a mis en garde. Oui, puisque ça, ils ont droit de, pense-t-il, droit de citer dans la politique interne de l'île. Et actuellement, Cuba a accusé l'ennemi de toujours, Washington, le truc classique, en disant nous avons des difficultés, mais soulevez l'embargo, et puis ça ira beaucoup mieux. Vos commentaires, Daniel? Pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que c'est vrai. Je pense qu'on s'est dans le monde entier un petit peu trop adapté au fait qu'un pays décide d'infliger un certain nombre de mesures coercitives à un autre État, sans compter que Trump a vraiment augmenté et accentué ces mesures. Donc ça, je pense qu'il faut dire que c'est inadmissible. Deuxième leçon, me semble-t-il, c'est qu'un pays ne peut pas vivre sous cloche, ni sous perfusion. Parce qu'il y a eu l'Union soviétique, après il y a eu le Venezuela. Il se trouve que Cuba ne peut plus bénéficier de l'aide du Venezuela. Donc, embargo, ne plus bénéficier de l'aide, situation pandémique, on a vraiment tous les ingrédients pour rendre une situation explosive. Et le pays ne peut pas vivre sous cloche, c'est-à-dire que les gens savent bien ce qui se passe quand même ailleurs. Et les gens disent, ils ont faim. Et quand un peuple a faim, il n'entend plus rien. Et ça, je pense qu'il peut aller dans la rue, même s'il prend des risques, etc. Donc, le gouvernement cubain, il faut bien qu'il entende ça, même si c'est vrai que l'embargo américain est inadmissible, mais il faut quand même que les dirigeants entendent que le peuple a faim. Ça manque de poétique révolutionnaire comme de jeunesse. Moi, je suis un peu dans une situation de désillusion, parce qu'on a tellement cru en Cuba, on a cru aux vertus, n'est-ce pas, du socialisme, communisme, etc., à bas le capitalisme, la répartition des richesses. Je suis allé 2 fois à Cuba et j'ai à la fois été émerveillé par l'originalité de cette population. J'étais émerveillé aussi parce qu'il n'y avait pas de publicité à Cuba. Il n'y avait pas d'agressivité, de grandes affiches. Autrement dit, on ne pousse pas les gens à la consommation comme chez nous. Mais en même temps, j'étais très interpellé par quelque chose de larvé, un pouvoir qui domine et qui corrompt. Enfin, je veux dire, quelque part, parce qu'il y a des gens qui sont intéressés. Il y a une situation même de racisme à Cuba. Et cette pandémie a mis en exergue, n'est-ce pas, cette misère profonde, qui est une misère physique, une misère concrète en matière de nourriture, en matière de denrées de vie, mais une misère psychologique également, parce que les gens sont enfermés sur eux-mêmes. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est vrai que c'est inédit. Alors, ce qui se passe, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'on se rend compte de l'importance que le tourisme international avait pour un pays qui était sous cloche, sous embargo. Et voilà un pays qui vivait, parce que le sucre... Ou qui ne vivent que de ça. Je prends l'exemple de Madagascar. On expliquait comment c'est un désastre pour Madagascar parce que c'était l'essentiel de ses ressources. Ils ont plus. Tous les pays qui vivent
exclusivement, que ce soit du tourisme ou bien du pétrole ou bien etc., de n'importe quoi, je veux dire. Alors nous, on a quand même quelques leçons à apprendre, hein, parce que nous sommes, on ne peut plus sous perfusion, nous aussi. Hein. Oui, c'est clair. Oui, mais nous avons un cordon qu'on a stabilisé. C'est clair. Avec un grand consensualisme. On ne va pas le comparer, mais quand on voit l'essor de la Chine, par exemple, économique, par rapport à Cuba, si je veux dire, c'est pas les mêmes échelles, bien sûr. C'est pas. Oui, mais enfin, c'est une idéologie. Oui, oui. Mais c'est la même idéologie communiste. Il y a eu Deng Xiaoping. Deng Xiaoping a dit, soyons capitalistes. Et puis après, on va être communiste. Et il n'a pas dit que ça, Deng Xiaoping. Il n'a pas dit que ça. Il n'a pas dit que ça. Il a dit en même temps, si vous dites quick, vous retrouvez en prison. Les mines de sel. Alors, en tous les cas, 6904 Covid-19 de ces derniers jours, pour 238 000 cas au total et 47 morts en 24 heures. Même pas ces derniers jours, en 24 heures. Pour un total de 1500 morts recensés au total. Souvenez-vous qu'on a fait un sujet où ils sont sur le point d'avoir des mais ils ont d'ailleurs ordonné la mise sous le marché du vaccin. Et ils ont commencé à vacciner, mais malgré tout, ils sont pris de vitesse. Vous avez vu. Donc, il y a un problème financier qui se pose certainement, et puis de capacité de... Bref. On reste dans le bobo de la Caraïbe, on passe à Haïti, si vous voulez. Haïti porte au prince, le chaos est total, les gangs sont partout, surarmés d'une violence hors contrôle. Alors, dans la capitale haïtienne, la violence des bandes armées fait que les gens fuient la capitale. Alors, ça va péter, ça va éclater, excusez ma facilité de langage, dans un quartier qui s'appelle Martissan, et entre deux bandes rivales, et puis ça s'est répandu, la violence s'est répandue dans toute la ville, comme une sorte de pandémie, de pandémie sociale, au point qu'il était impossible de rester dans la ville, et les gens donc ont fui pour aller dans les campagnes, aller dans les autres conurbations, et 10 000 personnes ont quitté donc, en passant avec un droit de péage, à payer à des jeunes qui te braquent pour que tu puisses passer. Alors, 250 à 500 gourbes, ce qui fait entre 4,50 €, c'est le salaire d'une journée de travail, quoi. C'est 4 euros, 3 euros, 2,50, 4,50 € pour passer, pour franchir un pont où les petits gars armés interdisaient. Sinon, restez vous faire trucider. Et les maisons abandonnées ont été pillées, ont été volées par les gangs restés sur place qu'il fallait. Dans la mâchoire carnassière, ça a battu sur ce qui restait, quoi. Des taudis en tôle, etc. C'est assez désastreux. Et je me demande comment on peut maintenant, ces jours-ci, faire fonctionner le statut des réfugiés politiques pour ceux qui ne l'ont pas obtenu et puis les rapatrier. Voilà. Comment peut-on renvoyer ces jours-ci? Est-ce que la France, la Guadeloupe a envoyé des centaines de... Ça fait un mois, des centaines d'Haïtiens. Hein. Et on dit qu'il y en a par dizaines, je ne vais pas dire par centaines, qui entrent chaque semaine dans le Nord, au pêcheurs, Tout à fait. Moi, objectivement, on sait bien que si on renvoie des Haïtiens chez eux, c'est qu'il y a une grande probabilité qu'on les renvoie à la mort. Ouais. Ça, c'est clair. Donc, un pays comme la France, qui a un certain nombre de principes, il devrait justifier de bénéficier de l'asile politique. Haïti pose, me semble-t-il, un certain nombre de questions, hein, parce qu'à part la tristesse infinie qu'inspire la situation, mais on a bien du mal à faire des analyses, parce que on ne décrypte pas tout ce qui s'est passé, toutes les fils qui sont derrière. Et moi, je me dis, même les puissances internationales, elles réagissent avec beaucoup de prudence, soit parce que Haïti ne les intéresse pas, qu'elles considèrent que c'est les États-Unis qui ont leur mot à dire, mais fondamentalement qu'Haïti ne les intéresse pas. Et puis même au niveau des Haïtiens, je trouve c'est quand même inédit, même si on a connu les Tonton Macoute avec les Duvalier, les Chimères avec Aristide, mais le pouvoir des gangs, comme on l'a maintenant, il me semble que c'est quand même un peu inédit. Mais non, c'est pas inédit, c'est exactement la même génétique, c'est simplement un changement d'appellation et puis une amplification du comportement. Mais j'ai l'impression qu'ils ont plus d'autonomie, les gangs. Avant, on disait, quand les Tonton Macoute, ils
dépendaient de Duvalier. Parce que plus nombreux. Les chimères dépendaient d'Aristide. Ah non, maintenant, le principe est le suivant. Il y en a qui sont pour le pouvoir en place et d'autres qui sont pour l'opposition. L'autorité est défaillante. L'autorité de l'État est défaillante. Les militaires sont divisés. Tout le monde est divisé. Il y a une espèce d'éparpillement. Je retiens le mot défaillante, mais elle a été capable quand même en 48 heures d'arrêter la moitié du commando qui est venu assassiner. Est-ce que c'est une capacité ou bien c'est un manque de professionnalisme de ceux qu'on a arrêtés? C'est un peu curieux quand même, parce que rappelons-nous un exemple. Hein, quand un baron de la drogue avait été arrêté, emprisonné en Martinique, on est venu le chercher, il a dit qu'il était malade, il fallait l'emmener à l'hôpital. Sur le chemin de l'hôpital, il y a un commando qui est venu le prendre, qui est reparti avec lui, on ne l'a jamais retrouvé. Hein. Donc quand on a affaire à des hyper-professionnels, on ne les retrouve pas. L'amateurisme de ces mercenaires... Je t'arrête. Non, pas si amateur que ça. Il y a eu un grain de sable dans le système, c'est que la fermeture de la frontière dominicaine. Santo Domingo. Et puis quand la frontière est fermée, tu as le passage du Valais, et puis ceux qui t'ont commandité te lâchent. Parce que, bon, mais ça nous interpelle quand même sur la fragilité du maintien de la vie sociale, de l'équilibre social. J'ai envie de dire qu'on n'est pas à l'abri non plus ici. Parce que, bon, voilà, s'il y a un effritement, s'il y a une espèce de révolte, si vous voulez, vous savez, ce sont des choses qui sont difficilement contenables. Hein. Il faut effectivement du lien social, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine organisation de la société, de façon à ce que tout ne s'effondre pas s'il y a un coup dur. En parlant d'organisation, je ne vois pas comment ils vont casser une organisation qui est maintenant quasiment séculaire. C'est-à-dire qu'elle est faite elle est basée, tu as cité le nom, Chimère, maintenant ce sont les têtes calées, etc., le parti de Barthélémy, musicien en plus. Quelle honte. La conception du pouvoir, c'est je suis au pouvoir et j'ai des troupes civiles armées. Et j'impose ma volonté. Oui, mais c'est peut-être pas facile non plus de solidifier ce peuple. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. Institutionnellement, dans les autorités publiques. Ça devient quasiment... Ça touche l'impossible. La cohérence, c'est pas évident. Hein. Et le gouvernement actuel a demandé l'assistance de l'armée, des troupes, l'assistance militaire de l'Amérique. Et Biden voit ça. Il est en train de sortir, il est en train de rapatrier d'Afghanistan pour aller s'enliser dans ce pays. Non, mais normalement, c'est le rôle de l'ONU. Objectivement, on considère, mais là, ils se sont réunis, mais je n'ai pas vu ce qui en est sorti de cette réunion. Donc là aussi, ils ne sont pas pressés de réagir. Alors, de commentaire d'un article du Monde, ils expliquent que jusque-là, ça vient un petit peu dans le sens de ce que tu disais, que les gangs étaient organisés, très hiérarchisés, et que maintenant, ça part de partout. C'est-à-dire que c'est le désordre. C'est-à-dire que l'état de décrépitude envahit, y compris ces groupes-là. Autre forme de désordre, pauvre Caraïbes, c'est le Venezuela qui va encore supprimer 6 zéros à sa monnaie. Ça veut dire que c'est l'effet d'une inflation extraordinaire. Ça veut dire, je vais vous dire un petit peu comment ça se présente. Ils vont sortir un nouveau billet d'1 million de bolivars, un billet qu'il faut 1 million de bolivars pour faire face à cette inflation galopante dont je vous parlais. L'inflation qui est à un rythme annuel de 2000%. L'inflation. Mais ça, c'est selon une agence officielle, l'agence Bloomberg. Même s'ils exagèrent un petit peu, les agences de cotation. Vous vous souvenez de ces fameuses qui donnent des notes aux différents pays, aux différentes économies. Et le nouveau billet ne vaut déjà plus que 26 centimes d'euros, millions centimes. Vous voyez la balance, la corrélation. C'est plus que euro-franc, quoi. Oui. 1 euro représentera ainsi. Donc, ils ont supprimé 8 zéros au Bolivar depuis 2008. Et ils vont à nouveau en couper 6 pour arriver à 1 euro qui représentera ainsi 3,8 bolivars contre 3847,275 bolivars actuellement. C'est ce que explique Bloomberg. Ça veut dire qu'on est dans un sorte de désordre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment. Je pense aux commerçants, je pense aux transactions. Alors, les transactions se font effectivement en dollars, essentiellement. Les classes aisées et les économies. L'économie, la vraie économie se fait grâce au dollar ou se fait éventuellement en bitcoins. Mais au quotidien, il faut avoir du cash. Il faut avoir du cash pour acheter un café, pour vivre, pour faire le marché. Donc, tu as des liasses de billets. Et vous regardez la photo qui passe là, tu as des liasses de billets pour aller acheter un kilo de tomates, quoi.
Mais là aussi, on a affaire, parce qu'on ne le dit pas suffisamment, que Trump avait imposé des mesures, des sanctions drastiques contre le Venezuela. Et donc, ça pose aussi la question de savoir, dans une communauté internationale où un homme, en l'occurrence Trump, a considéré qu'il n'allait pas s'embarrasser du fonctionnement international, faisant en sorte que l'ONU soit presque, je veux dire, une coquille vide. Et c'est le désordre, ça entraîne un désordre mondial. Alors quand vous avez en plus une pandémie qui vient s'ajouter à ça fait exploser, ou ce que tu disais, ça fait remonter à la surface un certain nombre de problèmes. Donc à l'heure actuelle, le monde, moi, à mon avis, est confronté à la nécessité de repositionner le fonctionnement international pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas des gens qui s'arrogent le droit de faire la loi tout seul. C'est ça. Alors moi, je me pose beaucoup de questions également, parce que, bon, on est tous à nous au Venezuela. Le Venezuela, à un moment donné, c'était Caracas, c'était le pied. C'était l'Eldorado. L'Eldorado, tu vois, bon. Et puis on a, en 20 ans, fou, tout a descendu. Alors il y a eu les illusions, j'ai envie de dire, Chavez, quoi. Et puis les illusions du pétrole. Oui, c'est ça. Chavez est arrivé, boum, boum, boum. Puis finalement, il y a eu du bon, mais après Maduro a pris. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi sur les questions, effectivement, internationales, de coopération internationale. Mais tout de même, les pays eux-mêmes, on parlait de Cuba tout à l'heure, on parle d'Haïti, et on parle du Venezuela. Ils ont aussi leur propre responsabilité c'est clair. Tu vois, dans cet effritement de leur peuple. C'est ça que je veux dire. Hein. Indépendamment des influences, on a bien vu, Barack Obama avait ouvert tout à l'heure, on parlait du tourisme à Cuba. Oui, oui. Moi, j'ai été à Cuba à un moment donné, il y avait des bateaux qui étaient arrivés. C'était super. Absolument. Mais il y a une responsabilité quand même des dirigeants locaux. C'est ça que je veux insister, de Maduro, de Haïti. Dans le fonctionnement démocratique, voilà. Oui, c'est ça. Dire, les pays les plus vulnérables sont des pays, en fait, qui sont... D'ailleurs, soit on a une dictature hyper serrée, comme la Chine et l'Union soviétique, où on verrouille tout, mais pour combien de temps? Parce qu'on sait bien que ça ne peut pas durer éternellement. Ou bien on a des pays qui ne sont pas démocratiques, mais qui n'ont pas les moyens d'assumer leur dictature. Et qui font qu'effectivement, à un moment donné, le peuple se réveille. Donc, il faut se réfléchir sur quel est le meilleur fonctionnement démocratique. Moi, je n'ai pas encore trouvé mieux que la démocratie. On avait cru à une époque, justement, les systèmes, je dis parce qu'il y en a plusieurs systèmes démocratiques pourraient se substituer aux idéologies. Mais on voit que ce sont les persistances et les maintiens des idéologies, les séquelles des idéologies qui entraînent ça, parce que c'est quand même le soutien de Maduro ou de Cuba à Maduro qui entraîne on lui donne pas le véritable coup de pouce, et en même temps il y a toute une nomenclatura qui s'inscrit dans une dimension politique, confrères d'armes, combat et tout. Alors est-ce qu'il faut se poser la question de la faillite des élites, la faillite des clercs, comme on disait certains, parce que peut-être, ou de la société civile, je veux dire, parce que est-ce qu'on a... Mais revenons sur Cuba. Tu ne peux pas à la fois avoir comme l'a expliqué Christian, tu peux avoir un Obama qui est encore au pouvoir quelque part par rapport à Biden. Donc si Biden ne lâche pas la prise, c'est parce que Obama estime qu'il n'y a pas eu assez il n'y a pas eu de consentement à une certaine libéralisation, à une certaine démocratisation du pays, notamment sur le tas d'aspects, sur la libéralisation économique, même s'ils ont fait de vagues efforts un peu cosmétiques, sur les petites boutiques qu'ils ont autorisées et tout. Donc il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas à la fois conserver une idéologie et puis vouloir que l'autre envoie ses millions de touristes chez soi. En même temps, on peut aussi dire que l'autre devrait vous respecter avec votre idéologie. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi le principe qu'un État n'a pas le droit tout seul d'imposer, hors les normes internationales, sa vision du monde à un autre pays. C'est la théorie, Daniel, ça c'est la théorie. Ben, peut-être, mais je crois encore que, je veux dire, Trump a été un brigand, et donc la communauté internationale a été trop laxiste. Castro aussi, la famille Castro, bon, on veut bien les honorer, en quelque part, mais en réalité, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait de Cuba ? Enfin, je sais que je vais bousculer un petit peu les gens, mais moi, je n'ai pas d'idéologie. Je veux dire que construire un pays, c'est quelque chose de durable. Ils ont quand même fait des choses. Ah, mais non, je n'ai pas de compte. Mais le problème, c'est qu'il faut réussir. Oui, c'est ça. Enfin, il faut continuer. Le système de santé est bon, le système d'éducation est bon, sur le passeport sportif, c'est extraordinaire. Aussi qui est redoutable. Bon. En tous les cas, on revient, le débat, c'est comment faire fonctionner une démocratie. C'est ça.
Oui. Quel type de démocratie? S'il y avait une solution, on le saurait. Ben oui, non, mais je crois qu'on est obligé de réinventer quand même la forme de démocratie, les formes de démocratie. Parce que quand on les remet dans les pays occidentaux, entre la démocratie représentative des élections avec ceux qui disent que ça ne représente plus rien, et donc par conséquent on n'y va pas, par quoi on remplace les élections qui sont quand même le lieu d'expression de la majorité, il y a une véritable interrogation. Alors il y a un Africain qui disait leur démocratie occidentale, on n'en veut pas en Afrique, on a une tradition. Donc tu vois, la problématique de la démocratie, ça mérite un débat. Oui, mais je veux dire, c'est le prochain. Mais oui, on pourrait faire une émission d'une journée sur le concept de démocratie. Je permets aux gens de voter en s'exprimant. J'aimerais qu'on me présente quelque chose de mieux. Oui, c'est ça. Avant d'abandonner celui-là. Revenons tout doucement un petit pas dans notre pays, si vous voulez bien. Chaque habitant de Martinique peut connaître que son taux de chlordécone dans le sang par un simple prélèvement gratuit et accessible à tous. Qu'est-ce que ça vous fait, cette information? Déjà, je trouve ceux qui se sont battus devraient se réjouir, parce que c'est quand même le résultat, avoir obtenu que l'État puisse permettre aux Martiniquais de se dépister gratuitement, c'est une victoire. C'est présenté comme tel, c'est présenté comme un plan 1, pas par les contestataires, mais c'est par le gouvernement, c'est présenté comme un point fort du plan chlordécone 4. C'est un point fort du plan chlordécone 4, d'après l'État, mais je trouve que ceux qui se sont battus devraient le revendiquer comme victoire, et non pas dire ça ne représente rien. Moi, je trouve que c'est dommage de ne pas s'approprier une victoire. Tu vas trop vite. Allons d'abord expliquer, parce que c'est sûr, tu vas trop vite. Mais tu as tout à fait raison. Donc, tout le monde peut, dans nos informations civiques, tout le monde peut se faire tester à la chlordécone, mais c'est féminin, la chlordécone, en allant gratuitement avec sa carte vitale dans un laboratoire, comme ça, ou éventuellement avec une prescription. Enfin, on peut y aller sans. Et une fois le test réalisé, il faut interpréter les résultats, donc nécessairement, il faut revenir vers un sachant. Alors, c'est là qu'on vient au fameux taux de 0,4 microgrammes. Et effectivement, maintenant, je reprends, tu es allé un peu trop vite, le point où tu étais. C'est pour ça que le docteur, comme Josiane Jospella, je dis, c'est de la poudre aux yeux, qu'est-ce que ça veut dire un enfant qui a 0,3. Alors, ça s'exprime, je ne vais pas dire de bêtises, en microgrammes. Donc, un enfant, un petit bébé qui pèse 20 kg, qui a 0,3 microgrammes dans le sang, comment interpréter ça? Est-ce que c'est sûr que c'est contestataire, pas contestataire, c'est militant, plaide pour, et moi j'en suis, plaide pour zéro chlordécone dans le sang. Oui, mais ce n'est pas incompatible. Moi je peux dire on est passé d'un système où on ne voulait même pas reconnaître que c'était un problème. On a obtenu que l'État reconnaisse sa responsabilité. Maintenant, on a obtenu qu'on puisse faire un dépistage rapide. Maintenant, l'étape suivante, c'est de ne pas reconnaître le 0,3 comme une échelle acceptable. Je donne ton avis. Ah non, j'avoue que je n'ai pas d'avis. Pas d'avis, c'est vrai. Non, je n'ai pas revu. Bon. Donc, il y a une bataille qui s'annonce. Ouais. Il faut que ce soit zéro pour déconner. Il faut que ce soit zéro gramme. Oui. Mais je pense que, tu sais, j'ai eu une expérience de la chlordécone à l'origine de la découverte du côté pernicieux de cette molécule organochlorée. Ça va faire une trentaine d'années avec David As, qui est venu à mon cabinet un jour. J'ai raconté 1000 fois déjà cette histoire. Il y avait quelques cartons avec des documents en anglais. Il m'a dit, Maître, il faut que nous fassions un bail pour ça. Je lui ai dit, mais qui ça? Il m'a dit, c'était un homme que j'aimais beaucoup parce que je l'avais connu au cabinet de Marcel Monfils, dont j'étais le collaborateur à Paris. On se battait pour l'autonomie de gestion, c'était assez gentillet. Mais c'était une belle expérience parce qu'on réunissait beaucoup d'Antillais et puis beaucoup aussi d'hommes politiques. Et donc je lui ai dit, mais attends, Pierre, nous te cas rouler pour l'autonomie, mais où et puis moi, nous pour l'indépendance. Il m'a dit, mais un peuple qui est malade, qui est indépendance, qui est autonomie, ça va faire bizarre. Et là, j'ai accroché à ça. Et j'ai quand même vu, Daniel, c'est pour ça que je comprends un petit peu Mme Josiane Jospella qui doit manifester toujours son insatisfaction. J'ai vu la façon dont les autorités, le gouvernement, devant un problème pour lequel, à la limite, les responsabilités sont partagées. On a demandé une prolongation, on dit que certains négociants, marchands du temple, ont continué à produire après. D'accord. Enfin bref, le bobo est déjà là. J'ai vu comment on a pataté. J'ai vu comment aussi ceux qui s'occupaient de ça ont plutôt cherché des responsabilités, à fustiger, le colonialisme, etc., les béquets, etc. Donc à se masturber, je suis désolé. Mais en même temps, il faut trouver des responsabilités. Il faut quand même trouver des responsabilités, il faut les établir dans un système de droit, n'est-ce pas?
Bon. Mais j'ai surtout vu le jeu de l'administration, le jeu des services de la DAS et tout ça. J'ai vu comment on a indiqué des captations qui étaient vraiment polluées, pas seulement aux organochlorés, pas seulement à chlordécone, mais aussi au nitrate, à d'autres choses, et qu'il fallait le départ du chef de service de service sanitaire pour que le successeur le fasse. Mais lui, par orgueil, les 2 ans où il se battait pour dire non, il laissait ouvert. Des comportements terribles de l'administration. Justement, c'est pour ça que je dis qu'on a gagné en obtenant ça. Et donc... Et je ne critique pas, si tu veux, le fait que Mme Jospélage dise que ce n'est pas suffisant. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se sous-estimer soi-même, parce que je pense que si les Martiniquais ne s'étaient pas battus, l'État français n'aurait pas accepté de reconnaître, sa responsabilité, d'ordonner des tests gratuits. Donc c'est ce que je veux dire, c'est la mobilisation, donc il faut s'approprier ce résultat-là. Maintenant, il ne faut pas s'en contenter. Et donc, je pense que la prochaine étape, c'est ça. Et donc, la question d'un fonds d'indemnisation, de question de savoir comment il sera alimenté. La dépollution. La dépollution, les laboratoires domiciliés, la recherche ici, pour pouvoir déterminer comment arriver. Quand je vois, par exemple, déjà... Il y a un candidat qui disait ça, d'ailleurs. Ouais. Je ne sais pas. Mais on voit en Guadeloupe comment les ingénieurs à Phytobocase, ils sont en train de travailler à la fois sur les sargasses, mais à la fois comment dépolluer. D'ailleurs, peut-être en utilisant les sargasses pour dépolluer sur la chlordécone. Donc, je veux dire, on a un champ du possible qui est ouvert. Donc, et moi, je pense que c'est là, en exigeant de l'État les moyens de cette recherche, les moyens de... Pour moi, c'est ça la bataille, la prochaine étape. Enfin, il semble que celui qui a entre les mains une partie infime de notre destin, et à ce niveau-là, qui a présidé la fameuse commission parlementaire, donc je peux parler de Serge Letchimy, il semble qu'il y a une certaine cohérence dans sa pensée, comme par exemple, et là nous allons passer au Covid. Vous allez voir la transition, comment je l'ai fait, comme l'intervention qu'il a faite sur les ondes pour dire, pas pour prôner, pas pour faire du prosélytisme, mais pour expliquer que pour sa part, il est tout à fait favorable au vaccin. Alors là-dessus, nous, on informe et on a la même position que, je crois. On est tous les 3 vaccinés. Nous sommes tous les 3 vaccinés. Mais pardonne-moi, ce qui s'est passé hier soir, c'est aussi interpellant. C'est vrai. Nous avons vu sur les réseaux sociaux. Je pense que la technique, la technique passe. Nous n'avons pas le son. Voilà. Alors on peut parler dessus, mais nous sommes tous les 3 STBQués à dire... Qu'est-ce qu'ils chantent là? Je n'entends pas. Confiné d'après You. Voilà. Moi, j'ai pas compris. Ouais, c'est assez... Moi, j'ai pas compris. Bon, ça nous laisse tous les 3 perplexes. Donc on vous a laissé voir ça, pour vous qui n'étiez pas là. Et nous sommes tous les 3 perplexes. Peut-être que nous sommes dépassés par les événements, peut-être que nous sommes surannés. C'est-à-dire que je peux comprendre, encore une fois, je suis vacciné, pas par comment dirais-je, raison. Je peux comprendre les gens qui ont des doutes. Les théories complotistes, je ne les admets pas trop. Mais les gens qui ont des doutes, ça, je peux comprendre. Mais ce que je comprends moins bien, c'est que on peut dire ça, mais pourquoi ne pas faire en sorte de faire respecter toujours les mesures de précaution? Parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est parce que les gens, que ce soit dans leur famille, dans leur sortie, se sont rencontrés sans respecter ni les masques, ni les gestes barrières. C'est ça qui a provoqué. On pourra dire tout ce qu'on veut, ça n'est pas venu de l'extérieur. Et donc, par conséquent, il y a une espèce de contradiction en disant je ne veux pas qu'on m'impose quelque chose, mais en même temps, quand c'est de ma responsabilité, je n'assume pas ce qui est de ma responsabilité. Il y a des clusters dans les administrations, quelque chose dans les entreprises, qui est dans les écoles. Alors les écoles, ils sont en vacances, heureusement. Mais donc, par conséquent, moi, je dis oui à condition que chacun respecte. Mais ça fait 1 an et demi qu'on dit ça et on ne voit pas les gens devenir pour autant plus responsables. Il y a des centaines, je ne vais pas dire des milliers, mais regardez jusqu'où ça va dans la rue. Non, mais je suis stupéfait. Mais oui, quel est le mode de pensée Ma première réflexion, c'est de dire qu'en Guadeloupe, ils reçoivent plus de monde que nous, les aéroports, par exemple. Et ça n'a pas repris. Donc, ce n'est pas forcément de l'extérieur que ça vient. Alors, sur Facebook, il y a des gens qui disent « Ah ouais, les autres arrêtent tout l'islam. » Enfin, arrêtons, quoi.
Vous voyez? On a déjà débattu de ça. La Guyane est continentale. Oui, revenons sur ce truc des touristes, c'est important. C'est important. Tu te souviens qu'on avait soulevé, j'avais évoqué une analyse d'Henri Pied qui prenait les chiffres de la reprise et montrait que la reprise du Covid ne correspondait pas du tout, correspondait plus au carnaval et aux manifestations qu'à la soi-disant reprise du tourisme. Ouais. Continue. Non, moi je ne veux pas accuser, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'incivilité permanente ici. On profite, on va régler les comptes au préfet, le préfet c'est ceci, cela, mais alors que le monde est dans une situation quand même assez inédite. On n'a pas inventé la oui, mais ça correspond. Tu vois, tous les pays sont confrontés. Alors nous avons en quelque part la chance d'être une île. Si nous avons un comportement, une discipline, parce que pour l'instant, j'ai un peu l'impression que c'est l'indiscipline locale qui génère ça. Absolument. Les réseaux sociaux ont montré toutes les fêtes qui se tenaient, les gens qui se réunissent sur les plages, qui font... Bon, je veux dire, ça ne peut pas être sans conséquence. Ouais, c'est ça. Et il faut que collectivement, on puisse se dire que non, on puisse dire non. Alors, il arrive que nous sommes donc un peuple de fêtards, c'est ça? Je n'ai pas dit ça, mais enfin, nous n'avons pas une maturité suffisante pour pouvoir nous attaquer au... Alors, mais la réflexion, je ne sais pas si on peut dire que nous sommes un peuple de fêtards, mais de façon mondiale, parce qu'on voit là, en France, la réaction venir très souvent. On ne peut pas faire la fête, nous sommes en prison. Ouais, et donc la question que moi je me pose à rebours, est-ce que pendant des décennies, on n'a pas, par une espèce de culture dominante, inculqué aux gens le fait que la consommation et la fête sont les signes de ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'on a réduit votre essence, votre existence, votre essence, très bien, à la consommation et à la fête. Ça veut dire qu'on a fait perdre aux gens le sens de ce qu'ils sont, c'est plus que ça. Et moi, je crois qu'il faut qu'on se pose des questions pour savoir quelle maîtrise sur la vie. Il ne s'agit pas de vivre comme dans un cloître, on ne dit pas ça. Faisons un exercice, Daniel, sur ce que tu dis. Faisons un exercice. Comment un responsable politique peut intervenir sur ce mode de pensée, ce mode d'action, où les gens ne sont plus pour, ils sont contre. Ils se réunissent des centaines devant le préfet parce qu'ils sont contre une décision qui a été prise, mais ils ne sont pas pour une action quelconque. Ils ne votent pas, on l'a vu. Il y a d'autres raisons qui expliquent que l'offre politique peut-être n'est pas suffisante, n'est pas suffisamment adaptée aux besoins. Mais comment un homme, on est là, nous sommes des élus et nous sommes au conseil exécutif de la collectivité. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Quelle méthode? Quelle praxis nous avons pour agir sur ça? On fait quoi? On fait des petits bouts de film? On fait des vidéos? A priori, c'est très pondéré ce que je dis. Je pense que le président de la collectivité doit parler aux Martiniquais. Il l'a fait. Il l'a fait d'une certaine façon. Il l'a fait d'une certaine façon. Mais il faut de façon solennelle pour que... et là, je ne parle pas de politique, je parle de cohérence de population. Je parle d'une population qui est en face d'une situation particulière et qui a besoin d'apaisement, qui a besoin de pondération, qui a besoin, tu vois, de s'en sortir. Et alors, donc aussi leur donner un sens, d'une certaine façon, une vision. Absolument. Pour leur dire que nous ne sommes pas que la crise, nous ne sommes pas que les problèmes, nous sommes capables de surmonter cela, et nous pouvons le surmonter par une certaine cohésion et par un certain nombre de règles. Donc mettre en quelque sorte, mais je crois que c'est pas... Alors, c'est pas que tu as raison, je pense qu'il faut que la société civile aussi s'engage davantage. Oui, je pense que nous devrions tous... Au-delà même du préfet, moi, je ne le compte pas, lui. Hein. Donc, je dis... mais je dis, comptons sur nous, c'est-à-dire nos politiques, la société civile, dans les associations, dans les clubs-services, dans toutes les formes où il y a une collectivité. Essayons de montrer que nous avons une capacité à pouvoir maîtriser, réagir, que nous ne sommes pas que dans l'instant. Nous avons une capacité de nous projeter dans l'avenir et que c'est vrai, pendant quelque temps, on peut se restreindre parce que nous sommes sûrs que nous allons sortir victorieux. Je ne veux pas avoir un langage désespéré, mais je vais vous dire que nous tous les trois, c'est ce que nous faisons déjà. Oui, non, mais moi je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Mais il faut inciter d'autres à le faire. Il faut que les Martiniquais comprennent que envisageons de notre aspect une question de société qui a trait à un problème au niveau, mais qui existe ici aussi. Vous verrez. Passons donc à ce chapitre société.
Entre 7 000 et 10 000 mineurs se prostituent en France. 10 000 mineurs, c'est une petite commune à Martinique, se prostituent en France. Des mineurs, 14, 15, 16, 17 ans. Le secrétaire d'État à la protection de l'enfance a annoncé un plan national de lutte contre la prostitution des mineurs pour l'automne 2021. L'automne pour eux, c'est octobre, le banni automne, hein, donc c'est septembre-octobre. Il s'agit de filles âgées de 15 à 17 ans qui se trouvent très souvent dans des situations familiales, mais pas toujours, compliquées, ou ayant elles-mêmes déjà subi des violences sexuelles. Alors, tout le monde est concerné, toutes les classes sociales, et surtout qu'il y a ce qu'on appelle l'effet Zaya. Vous vous souvenez de cette jeune femme qui se prostituait auprès des footballeurs et puis qui maintenant est une star, quoi. Elle a son site Instagram, elle a des millions de followers, et puis elle est actrice de cinéma. Alors, le groupe de travail préconise d'abord que la police puisse enquêter et intervenir plus activement sous forme de pseudonyme via les réseaux sociaux et qu'il y ait des campagnes toujours pareilles, des campagnes de prévention auprès des non seulement des parents mais auprès des enfants, et puis il faut former les professeurs, vous leur dire quand vous avez des signes manifestes de comportement qui signifie qu'il y a de la déviance, aller un peu plus loin. Et puis la mise en place de référents proxénétisme des mineurs pour chaque parquet. Comme ici, il y a un référent violence, il y a un référent de toxicomanie, etc. Et puis la création de comités de pilotage au niveau national pour améliorer les échanges. À un moment où, tu me contredis, parce que j'ai un peu décroché, où la prostitution est devenue délictuelle pour tout le monde, à la fois la clientèle et les clients. Voilà, ouais. Vos commentaires? Déjà, nous ne sommes pas épargnés par cette question, puisque récemment l'actualité s'est faite l'écho de ce qu'on a, de tout un réseau de prostitution, absolument, avec des personnes qui sont, je veux dire, certaines sont ont des postes importants dans l'administration, ceux qui commanditent. Et je pense que le groupe de travail dont tu viens de parler, il passe à côté quand même d'un point important, d'un aspect qu'on retrouve dans le domaine de la drogue, c'est la question de l'argent. Parce qu'il se trouve que pour certains, comme de la même façon que des dealers vous disent écoutez, moi, en une journée, je fais ce que mon père qui se lève tous les matins, qui se crève, etc. Mais en une journée, je gagne ça. Mais on a la même question pour les mineurs, à qui on va faire. Qu'est-ce qu'on fait miroiter? On fait miroiter le dernier portable, les sacs ceci, la robe cela, toujours la consommation et l'argent. Donc ça veut dire que c'est toujours la question d'une part de critères de valeur, d'autre part le circuit de l'argent. Et si on ne s'attelle pas à cet aspect-là, on va passer à côté. On va se donner bonne conscience, mais on ne va pas réussir. Et puis, faut s'étonner de rien. Non, mais aujourd'hui, à travers l'éclatement des éléments de conditionnement, l'Internet qui s'appelle parfois Interpanet, parce qu'en réalité, on trouve tout. On trouve de tout et on est accroché, bien évidemment, pas forcément à ce qui nous fait grandir, mais ceux qui nous... Oui. Alors, faillite économique, besoin pressant d'argent, tout ça, si tu veux, ça génère cette situation. Faillite éducationnelle. Tout à l'heure, on parlait de Cuba, on a parlé de Madagascar, ces pays-là aussi, tout ça, la Thaïlande. Il y a un marchandage, quoi. Il y a un marchandage. Le marché de la prostitution. Le marché de la prostitution qui est là. Alors, il nous atteint aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est vrai que ce sont des problèmes contemporains, mais je veux dire que c'est pas étonnant. La société produit tout ça. Quand on passe maintenant à des heures de la journée, il y en avait aussi au Théâtre Saint-Ville, on voit qu'il y a une réduction effectivement des péripatéticiennes, mais je ne sais pas, j'ai une sorte de chagrin, de tristesse, parce que même si leur sort n'était pas enviable, pour nous, qui avons des normes sociales, et tout, je me dis, mais qu'est-ce qu'elles vont devenir? Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Sauf que c'est deux marchés, je dirais. Il y a ce qu'on voit, celle-là, et puis il y a les marchés qui ne sont pas du tout dans la rue, qui se sont sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans des villas, c'est-à-dire que c'est un autre niveau. C'est un autre niveau, et il est, je dirais, encore plus dangereux. Pour les jeunes, notamment. Oui, pour les jeunes, parce que là, ils seront complètement à couvert. Ce qui veut dire que finalement, la pénalisation extrême qui a été faite ne portera peut-être aucun fruit. Face à l'argent, rien ne résiste. Non, pas rien, ne sois pas trop désespérant, non, il y a encore. Toutes les digues ne sont pas tombées, mais il y a beaucoup de... Quand on regarde comment dans des trafics de drogue,
Vous pouvez avoir quelquefois quelqu'un qui travaille à l'aéroport, qui travaille à la douane, qui peut être au centre pénitentiaire. Donc des gens qui sont des fonctionnaires, qui ont de belles situations, qui mettent tout ça en jeu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent pour vous faire mettre en péril une situation qui est stable, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent. Donc la question de la prostitution, là aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent. Comment insuffler à une communauté, à un peuple, une immunité éthique, morale, philosophique? Oui. Comment faire? Est-ce qu'il faudrait devenir gourou? Est-ce qu'il faut devenir dictateur? Déjà, je pense qu'il faudrait mettre en exergue qu'il y a toute une partie de la population qui n'est pas dans ça. C'est évident. Parce qu'on ne met en exergue que ces problèmes-là. Les journalistes parlent que des trains en retard. Oui, mais peut-être que là, il faut quand même montrer tous ces jeunes qui sont là. On va y venir tout doucement. On va y venir. Alors, oui, mais je pense qu'on pourrait. On a vu un problème de société, on évoque plus souvent ça. Qu'est-ce que tu as quelque chose à dire sur ça? Non, mais enfin, non, c'est peut-être la même chose. Je dis, nous sommes dans une société de tumulte permanent, de turbulence. Oui. D'instabilité, de contestation, de certitude. Votre devoir de classe, c'est me faire une fiche en un feuillet des préconisations et des conseils à donner aux élus et aux politiques, chacun. Je plaisante. Bien, monsieur le professeur. Je plaisante, il n'y a pas de solution. Écoutez, on va passer à notre chapitre que nous aimons bien, celui de la culture en général. Et là, on va justement parler de notre jeunesse. On verra tout ça. Oui, j'avais préparé le pitch, comme on dit, vilain mot, un argumentaire, une explication sur le festival culturel qui, il faut le reconnaître, de Fort-de-France, c'est quintessence, avait effectivement de la quintessence, avec les choix, etc. Et puis, boum, pandémie intervenante. Christian, tu vas parler de ça tout à l'heure, l'intervention, l'effet, l'impact de la pandémie sur le show, c'est le temps. Et à l'instant, Daniel, tu parlais de la jeunesse et tu parlais des aspects positifs qu'il faut évoquer et ne pas toujours parler du côté vide de la bouteille. Mais quand même, il reste quand même des choses du festival qui vont pouvoir se faire, les expositions. Non, là, la décision est prise. Hein. Toutes les activités. Tout est arrêté. C'est quand même extrêmement difficile. Moi, je n'ai pas à donner un avis. La décision a été prise. J'imagine qu'on a pesé le pour et le contre, parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on ne maintient qu'en journée. Oui, mais c'est difficile de faire des programmations, quelquefois, de ce qui est prévu. Une jazz night en journée. Non, je parle pas de ça. Tout ce qui était spectacle vivant, mise en présence. Non, mais il y avait des choses, je peux les évoquer. Oui. Il y avait Atelier des scènes peintures, Hôtel Bougenot, les stagiaires qui exposaient leur progression, etc. Ça aurait pu. Bon. Je pense que les manifestations, les spectacles, etc., c'était arrêtant. Il y a quand même toute une équipe, tout un staff à maintenir sur pied. Je pense que c'est parce que c'était difficile comme ça, dans la brutalité, de pouvoir changer de braquet, que la décision a été prise. Tu reconnaîtras que c'est dommage quand même que le vernissage de l'exposition sur les pas de la Bérinale à l'Université qui pouvait se tenir de... Ah oui, mais alors ça, c'est pas le CERMAC. Je sais pas si la bibliothèque Schellcher, c'est ça, c'est pas. Je voudrais, sur la question... C'était la bibliothèque Schellcher. Oui, mais ça, c'est la CTM. C'est CTM, c'est pas le CERMAC. Ça va certainement se tenir. Je voulais juste, sur la question du festival, revenir, tu parlais de contestation. On n'a même pas vu, il y avait tellement de choses qu'on ne s'est pas rendu compte. Hein. Je parle notamment, il y a eu les grosses pointures, on a parlé de Malavoie et des gumboots, mais il y a eu le théâtre, notamment avec une pièce qui s'appelle Slowley. C'était vraiment une pure merveille. C'était vraiment une création qui alliait à la fois la danse en solo d'une femme avec comment dirais-je, une création vidéo. Oui. Mais de grande envergure. Hein. Et puis, il y a eu aussi, à la Fontane, les ateliers, les peintures, sculptures, poterie, avec un intermède musical avec Rosie Siri, ça s'appelait Colorature. Il y avait une tonalité qui était, bon, bien sûr, il y a moins de monde, mais ça donnait aussi à certaines personnes
l'opportunité de venir à ces séances-là. Et moi, j'ai vu des femmes qui étaient tellement émues de cela. Je dis que c'est du bonheur. La culture donne du bonheur. Et je pense qu'on a eu, pendant 10 jours, on a pu en profiter. Il y avait encore de belles choses. Et donc, je pense que c'est l'occasion de rappeler que vraiment la culture est un bien essentiel et qu'il faut le préserver. Il faut le préserver. De la culture, on peut passer à l'éducation. Il y a un événement dont tu voulais nous parler, c'est la remise de prix. Tout à fait. Je te passe la parole. Annonce. Oui, alors la Légion d'honneur, la Légion d'honneur, c'est une institution nationale, mais il y a des sections. La section Martinique, et qui a décidé en 2016, c'est Madame Pigeon qui était présidente à ce moment-là, de faire un prix qui serait destiné à 1 ou 2 lycéens méritants. Ça correspond aux images que Alors, l'on voit. les 2 là que vous voyez, donc la jeune femme, elle a réussi avec mention très bien, et elle s'appelle Charlène Cator. Et elle veut faire dentaire, et elle veut elle veut faire une spécialité après pour faire l'orthodontie faciale. Et le jeune homme qui s'appelle Emmanuel Saint-Albin, lui, il a également réussi avec mention très bien, et il veut faire naval, centrale navale, pour être officier. Il le dit clairement. Et donc, les 2 conditions pour la Légion d'honneur, c'est d'une part d'avoir réussi au bac avec mention très bien, et d'autre part d'être dans une situation de famille méritante, c'est-à-dire avec peu de moyens. Et le prix est destiné, c'est à leur permettre la première année, parce que ce sont en général des lycéens qui font des écoles prépa et qui doivent partir et donc séparer de leur famille. Donc il faut le trousseau, les cautions quelquefois pour les appartements. Donc c'est vraiment un coup de pouce. Le but de ce prix, c'est un coup de pouce. Et donc c'est dans cet esprit-là. Et ce qui est très rafraîchissant, c'est de voir ces jeunes qui sont vraiment, ils sont à l'aise dans leur basket, ils savent ce qu'ils veulent faire, et ils sont brillants, mais brillantissimes. C'est pas seulement brillants, ils sont brillantissimes. Et ce ne sont pas que des têtes bien faites et bien pleines, ils sont aussi à l'aise, c'est-à-dire qu'ils ont une activité. Emmanuel Saint-Albin, par exemple, il est arbitre football. Ils ont une activité quelquefois sportive, ou bien musicale. Oui. Donc, ils ont un équilibre dans leur vie. Et ça, ça frappe. Donc, je crois que c'est important de le signaler. Tu penses que ça peut contrebalancer c'est précisément ce que je me dis, hein, l'exemplarité. Oui. Créer chez notre jeunesse une disponibilité à l'amélioration, à la connaissance, au dépassement, à la paix. Tu vois, et effectivement, créer des vertus nouvelles. Et tu sais, tout à l'heure, tu dis que ça passe par la culture. Alors, je ne vais pas dévoiler quelques idées que j'ai ici, mais là, on a déjà parlé de l'opération que nous essayons de faire dans les autobus scolaires pour la musique et les enfants. Oui. Je pense que les municipalités ont à innover également dans la distribution de la culture. Oui. Les conceptions de fêtes patronales, là, aujourd'hui, il faut les rendre un petit peu plus éducatives. Et un jour, j'avais dit à un directeur de mairie, mais il faut du théâtre pendant les fêtes patronales. Il m'avait dit, mais tu es malade. Ouais. Tu vois, bon, aujourd'hui, il faut ça. Ouais. Il faut des déclamations, il faut effectivement des expositions. Je pense qu'il faut véritablement innover, même dans les manifestations populaires, pour créer plus d'émotions chez les gens. Oui. Tu penses que là, peut être rédempteur, là, on peut... Ah oui. Oui. Mais tu as l'expérience avec l'exercice de compétition oratoire, pourrait-on dire, à propos de Monerville, dans un lycée. Oui. Et on voit comment les lycéens se mobilisent. Il y a à Caen, ça s'appelle au mémorial de Caen, chaque année, il y a des jeunes qui font des concours oratoires. Il y en a eu un où c'est une haïtienne, elle a eu un prix à la Sorbonne. Oui. Et c'est des sujets de société et on voit le talent que ces jeunes mettent. Donc en fait, il faut leur permettre de s'exprimer. Il faut pouvoir leur montrer qu'ils ont en eux les capacités d'être autre chose que ce qu'on veut qu'ils soient. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune se réfère à Facebook, à la théorie du complot, à la contestation acide et permanente de tout, et que l'autre comprennent les subtilités, les nuances de la société, du progrès. Qu'est-ce qui fait que... C'est très intéressant. J'ai envie de dire, mais je ne sais pas la solution, il faut plus d'échanges entre les adultes et les jeunes aussi, sur des débats.
Moi, j'ai des jeunes, j'ai mes fils, ils ont la trentaine, je discute avec eux, parfois on est acide. Je sais, je témoigne. Mais si vous voulez, parfois j'ai besoin qu'on soit dans un cercle plus large, avec des contradicteurs, avec des gens. Vous voyez, je crois qu'il faut favoriser ça, par exemple. Et j'ai envie de dire que c'est l'enrichissement culturel qui peut générer la paix sociale. Parce que la culture doit amener à la paix, la pondération. Vous voyez, à l'écoute de l'autre. Dans la culture, tu mets la connaissance aussi de la musique, la connaissance de l'histoire. Oui, alors la connaissance de l'histoire. C'est aussi l'éducation. Ouais. C'est l'éducation, mais c'est tout ça aussi. La connaissance de l'histoire, la connaissance de la musique, la pratique du sport. Parce que si vous voulez, toutes les disciplines ont un ordre. Hein, tu vas faire du handball, il y a un ordre, il y a une règle, il y a une déontologie, il y a un travail en collectif. Apprendre à vivre en collectivité, c'est aussi des démarches, à mon avis, qui sont importantes. Vous comprenez qu'on n'est pas tout seul. La vérité n'est pas dans le cercle d'amis que nous avons. La vérité, elle est plus large que ça. Vraiment, enfin, on n'aura pas le temps de développer. Mais... Ça me rappelle une interview de Camille Chauvet, qui a eu des petits problèmes de santé, que la paix règne dans ta famille et dans ton corps, mon cher ami, et qui expliquait qu'il était un garçon qui était un troublion, quoi, élevé sur le bord du canal, même si ses parents étaient aisés, mais il avait boutique et tout, et qu'en fait, il a compris la vie quand il était allé jouer au football, je crois, au club colonial, et qu'il fallait qu'il astique ses chaussures, et que l'entraîneur lui disait, viens, lave ton tricot, reviens propre. La discipline sur le terrain, le respect de l'arbitre et tout ça. Et là, il a compris la vie, le fair play, le fair play du sport. Non, mais en fait, on est en train de dire, en vous écoutant et puis en réfléchissant, que donc en fait, et la société, c'est ça, c'est apprendre à vivre en considérant l'autre. Oui. On n'est pas tout seul. Et donc, il n'y a pas notre désir immédiat à satisfaire tout de suite. Absolument. Il faut apprendre à composer on peut être avec aussi, l'autre. on peut être ensemble et pour, et ne pas être ensemble contre. Être ensemble ne veut pas dire qu'on soit contre à hurler, à injurier, à apostropher un ministre ou un préfet, peu importe, il passera. Ce qui n'empêche pas la contradiction, parce que tout le monde n'est pas besoin d'être du même avis. Juste rapide, très précisément, je fais un petit clin d'œil aux gens du Belley. Quand ils ont développé la connaissance du Belley, et puis on te dit effectivement que le Belley, ce n'est pas simplement une danse, c'est un art de vivre, c'est un art de communiquer. Donc les enfants qui sont dans ce circuit de sensibilisation, de pratique, ils incorporent non seulement la dextérité du geste, mais aussi la philosophie, l'état d'esprit. Donc c'est pour ça que l'éducation et la culture... C'est un ensemble. Moi je voudrais quand même signaler avec beaucoup de fierté les déclarations de Maher Bora ou bien d'autres jeunes musiciens qui disent dans une interview, mon père m'a amené à Fontaine-Jacques à Begin Jazz au premier festival, et puis ensuite j'ai fait avec Madame Bélance, je crois, j'ai participé au petit orchestre du lycée, et puis après, bon, j'ai découvert que les parents ont vu mon enthousiasme, eux-mêmes, si c'était des fans de musique, j'ai fait la Barclay School à New York, j'ai trouvé une bourse, etc. Donc c'est vrai que c'est un ensemble. Absolument. Mais Bagayla chaud. S-H-O-W, c'est le titre de ton papier. Vas-y. Je n'ai pas trouvé d'autres titres. Alors, je voulais vous expliquer que les papiers que développe Christian, vous les retrouvez, et également Daniel, vous les retrouvez la plupart du temps sur le site d'Antilla, ou bien dans le magazine Antilla, qui est édité chaque semaine contre vents et marées. Non, c'est sûr qu'il y a Bagayla Show. Alors j'ai fait un jeu de mots, S-H-O-W, pour dire quoi? Parce que bon, on a parlé du Festival culturel de Fort-de-France, c'est véritablement, j'ai envie de dire, un désastre. À travers tout l'investissement qu'on met pour préparer un festival, toutes les équipes et tous les cachets qui doivent verser aux artistes, aux techniciens, toute la communauté. Le nombre de mails échangés, on le voit, le nombre de mails échangés, les réservations de billets. Il y a le festival de France, mais aussi il y a la Baca Festival, il y a nous le festival Begin Jazz, il y a la Rivière Pilote qui faisait les nuits culturelles de la Pilote. Il y a il y a énormément les fêtes patronales des communes, beaucoup de communes qui lancent des animations donc tout ça c'est effrité, quoi. Donc je veux dire, c'est une grande tragédie. Alors dans ce contexte, je me suis posé des questions. Pourquoi Ben déjà parce qu'il y a le Covid, parce que il y a des mesures. Mais pourquoi c'est que tu fais de la comparaison, tu avais un petit peu anticipé avec la Guadeloupe qui est un archipel complètement ouvert avec des îles et tout. Alors pourquoi ici? Est-ce que c'est notre indiscipline? Oui, enfin moi je l'ai posé tout à l'heure. J'ai déjà donné des critères. Je ne veux pas faire de jugement, mais c'est l'occasion de rappeler aux Martiniquais que si nous mettre comme nous en pays, il faut que nous ayons un minimum de discipline. C'est pas tout dire, crier, préférer, pas fait ci, pas fait ça.
enfin, dans mon sens, hein, voilà. Mais en tout cas, si vous voulez, le secteur culturel est forcément, et toutes les professions qui en dépendent et qui comptaient quand même beaucoup sur les vacances, hein, pour pouvoir, je pense aux entreprises de sonorisation, aux entreprises de lumière, je pense à tous ces techniciens, je pense à tous ces journalistes qui travaillent, tous les photographes, les intermittents du spectacle, les gens de la sécurité, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de sécurité aussi, donc, et puis tous les commerçants qui sont... Est-ce qu'on a une réponse? Est-ce que les intermittents pourront conserver... Alors, c'est aussi une question que je me posais. Alors, Monsieur le Président de la République avait dit dès le départ que les intermittents pourraient, tous ceux qui font les 107 heures-là, etc. Conserver leur alors, droit. Évidemment, il faut peut-être attendre s'ils renouvellent ce dispositif. Voilà. Mais même, moi, je pense qu'on pourrait déjà demander qu'une condition exigée de l'État, qu'on comprenne que quand il y a une situation sanitaire, ils prennent une mesure d'urgence sanitaire de couvre-feu, mais qu'immédiatement, ils doivent annoncer que ça s'accompagne des mesures. Moi, je pense que c'est quand même la contrepartie. La CTM a fait savoir qu'elle va intervenir pour que l'État... Parce que la CTM aussi avait versé des aides. Absolument. Alors, il faudra que la CTM qu'elle s'y remette, qu'elle s'y recolle. Mais c'est vrai que le président s'y est engagé. Mais il faut que l'État... Moi, je trouve que il n'est pas normal que si on a pu prendre une décision de couvre-feu, qu'on ne soit pas capable, dans le même temps, de dire que les entreprises qui seront impactées bénéficieront de report du... C'est pas compliqué à dire. Oui. C'est pas compliqué à dire. Mais vous ne trouvez pas paradoxal qu'il y ait ces centaines je ne vais pas dire milliers, centaines de personnes, de jeunes, dans la rue pour apostropher, je ne sais pas qui et quoi et comment, on n'a pas bien compris ce qu'il disait, plutôt que de se mobiliser pour dire, bon d'accord, ok, il n'y aura plus tout ça, on ne va plus pouvoir bosser dans le petit métier du spectacle et tout, mais garantissez-nous d'ores et déjà. Est-ce que l'écho de ça à un autre niveau, au niveau international, au niveau national tout court, c'est pas quand même plus que des gens qui sont désordonnés, braillent contre une mesure, qui en tous les cas qui a été décidée d'un système démocratique, enfin je parle un petit peu comme un vieux corps, comme on dit, enfin. Dans tous les cas, moi je trouve qu'il ne fait pas bon d'être responsable, parce que objectivement, un responsable politique, quand il voit, qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez une flambée. Si les gens qui tombaient malades disaient « je ne me vaccine pas, je ne prends pas de mesures barrières, si mon malade qui témoigne là », ok, il n'y aurait pas de problème. C'est là où je pense que le discours politique local est important. S'ils sont malades, on va les mettre à l'hôpital. Or, l'hôpital a un problème. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on fait ça. Quand on est un responsable, ça veut dire qu'on est obligé de réfléchir aux conséquences de ce qui se passe. On peut ne pas être d'accord, ça peut être impopulaire, ça peut même être une erreur, parce que je veux dire, parce qu'on n'a pas la science infuse, et puis on peut prendre une mesure, et puis c'est pas la bonne. Mais en tout cas, moi, ce que je considère, c'est que il faut essayer de voir quelle est notre capacité à surmonter ça. Voilà, déjà à s'en sortir et à recréer les conditions. Est-ce que ce peuple n'a pas été laissé ces dernières années un petit peu en jachère en ce qui concerne justement la cohésion? Est-ce qu'on n'avait pas plutôt remplacé l'ordre humaniste et la cohésion sociale? On a des patriotes au pouvoir depuis longtemps et on ne devient pas plus patriotique. Et que la zizanie, les incantations, les cris, les hurlements, les apostrophes n'ont pas finalement créé cette situation. Je te laisse la responsabilité. Non, mais je pose la question. Non, si. Mais par contre, je suis d'accord avec toi que je pense qu'il faut réfléchir à la façon de ramener de la cohésion. Je pense que c'est une question... Et de l'intelligence collective. Oui, je pense que c'est une question essentielle. Et de l'intelligence collective. Je pense que ça, c'est un vrai débat. Je trouve que vos conclusions ont été, oui, la liaison est bonne, pertinente, subtile. Je vous incite à continuer à réfléchir pendant toute la semaine et à revenir au même endroit, à la même heure, aux mêmes heures, parce qu'on est rediffusé, pour à nouveau développer des sujets. Notamment parler cette fois-là de livres et de choses comme ça. Ça sera avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt.